Zimbabwe, le leader de l'opposition Nelson Chamisa, confiant de remporter les prochaines élections, a critiqué le parti au pouvoir et la commission électorale pour des pratiques douteuses lors d'une conférence de presse à Harare. Au Comores, le président Azali Assoumani s'est adressé à ses militants lors d'un rassemblement en faveur du oui au référendum prévu lundi prochain qui permettra au chef de l'État de briguer un second mandat consécutif. Et puis la République démocratique du Congo a organisé une cérémonie officielle pour marquer la fin de l'épidémie du virus Ebola, une maladie officiellement annoncée le 8 mai dernier et qui a tué 33 personnes dans le nord-ouest du pays. Voilà pour le titre. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, l'opposition redoute toujours des scrutins émaillés de fraude à quelques jours de l'élection présidentielle et de l'élection législative du 30 juillet prochain. Le leader de l'opposition Nelson Chamisa, qui se dit confiant de remporter les prochains scrutins, a tenu une conférence de presse à Harare, une sortie au cours de laquelle il a critiqué le parti au pouvoir et la commission électorale pour des pratiques dites douteuses. On l'écoute. Nous avions soulevé un certain nombre de questions fondamentales, des questions liées à la violence et à l'intimidation, aux armées de l'État, aux ressources de l'État, à nos chefs traditionnels et à la politisation de l'alimentation, en particulier dans le contexte du parti au pouvoir et du gouvernement qui distribue de la nourriture à la population en période électorale. Ils ont commencé à distribuer de la nourriture au cours des 2 dernières semaines et c'est un gros problème qui doit être réglé. Il est clair que nous avons une commission électorale qui est biaisée. Nous avons une commission électorale qui a perdu la confiance du peuple zimbabwéen. Nous avons une commission électorale qui a choisi de jeter le sifflet en tant qu'arbitre et de rejoindre une autre équipe, en particulier l'équipe de Mnangagwa. Et c'est pourquoi le président Mnangagwa ne se plaint pas parce que l'équipe joue en son nom. Mais ce que nous avons décidé, c'est de faire en sorte de vaincre à la fois l'arbitre et le joueur. Nous ne pouvons pas nous boycotter nous-mêmes. Nous sommes Zimbabwéens. Il n'est pas possible de boycotter notre victoire. C'est ce que les perdants voudraient que nous fassions. On ne suit pas les conseils des perdants. Nous ne suivons pas les conseils de ceux qui sont vaincus. Nous sommes très clairs et très circonspects. Respectons la volonté du peuple. Le peuple veut que nous vainquions la dictature, que nous vainquions la pauvreté, que nous vainquions la tyrannie, que nous vainquions son désespoir. Au Comores, le président Azali Assoumani s'est adressé à ses électeurs lors d'un rassemblement en faveur du oui au référendum prévu pour le lundi prochain. Les Comoriens sont appelés à se prononcer sur une vaste réforme constitutionnelle qui, en cas de victoire du oui, permettra au chef de l'État de se présenter pour un second mandat consécutif. Les images. Le 30 juillet, les Comoriens devront voter pour le référendum portant sur la réforme de la constitution de leur pays. Et à quelques jours de la date fatidique, le président Azali Assoumani mobilise ses troupes qui semblent d'ores et déjà convaincus du bien fondé du projet portant révision de la constitution. La constitution maintient la stabilité du pays, la stabilité politique, parce que la tournante est toujours maintenue, voire même renforcée au lieu de 5 ans, elle est renforcée à 10 ans, c'est-à-dire le président en exercice peut encore postuler un deuxième mandat par rapport à son bilan. Il peut être jugé positif, d'où donc la population peut lui donner encore une fois l'occasion de diriger le pays. Bon, je pense bien que si la Constitution est mise en application, vraiment la vie des Comoriennes va s'améliorer par rapport à la vie qu'on vivait, nous et nos parents. Donc là, j'appelle à tous les citoyens et toutes les citoyennes patriotes de ce pays de voter le oui afin que nous puissions bâtir des Comores émergentes. Si les Comoriens approuvent le projet portant révision de la Constitution du 23 décembre 2001, révisée en 2009 puis en 2013, ils permettront non seulement au président Azali Assoumani de se présenter pour un second mandat consécutif, mais renforceront aussi ses pouvoirs. Le projet lui permet de conclure et ratifier les traités et les accords commerciaux
martiaux sans consulter le Parlement. Selon le texte, les postes des 3 vice-présidents sont également supprimés, tout comme la Cour constitutionnelle. La notion de laïcité disparaît dans le texte. Exilé en Belgique, l'opposant congolais Moïse Katumbi sera de retour en République démocratique du Congo dans les tout prochains jours afin de déposer sa candidature à l'élection présidentielle. L'information a été confirmée depuis Paris par son avocat et son directeur de cabinet. Les détails. Au cours d'une conférence de presse au cabinet parisien du ténor français du barreau Éric Dupond-Moretti, le directeur de cabinet de l'opposant Moïse Katumbi a affirmé qu'il va rentrer en République démocratique du Congo dans les tout prochains jours pour déposer sa candidature, et ce, alors que le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre s'ouvre mercredi et est possible jusqu'au 8 août. Moïse Katumbi déposera sa candidature à l'élection présidentielle dans le délai, ça veut dire avant le 8 août prochain. Donc ce n'est pas un régime de gentils. On n'y va pas avec de la naïveté, mais on y va en toute confiance. Parce que le droit est de notre côté, parce que la population est de notre côté, et que tout ce qui pourrait arriver à Moïse Katumbi relèverait de la responsabilité personnelle de Joseph Kabila. En ce qui concerne l'affaire dite de la nationalité, Maître Dupond-Moretti, l'avocat de l'opposant, a indiqué avoir obtenu la preuve que cela est faux. Nous ne pouvons fournir aucune information quant à la nationalité de M. Moïse Katumbi, en ce que celui-ci n'est pas inscrit, et ne l'a jamais été, au registre de l'état civil italien. Je pense qu'on a essayé de dresser dans le parcours démocratique qu'envisage Moïse Katumbi un certain nombre d'obstacles. Il s'avère que ce sont des obstacles en carton. Il s'avère qu'ils ont tous été franchis. D'un point de vue du droit, il n'y a strictement aucun risque, sauf si, évidemment, ce n'est pas le droit qui conduit à son arrestation. Et sauf si on a décidé de l'arrêter de façon totalement arbitraire. Ce serait une séquestration, mais ça n'a rien à voir avec la procédure judiciaire en cours. Avec d'autres ténors de l'opposition, dont l'ancien vice-président et ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi veut que le président Joseph Kabila respecte la Constitution en ne briguant pas un 3e mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Parlons toujours de la République démocratique du Congo. Le pays a organisé une cérémonie officielle pour marquer la fin de l'épidémie du virus Ebola. Une cérémonie qui intervient au lendemain d'une annonce par le gouvernement de la fin de la maladie, officiellement annoncée le 8 mai dernier, et qui a tué 33 personnes dans le nord-ouest du pays. Reportage. Après une période d'observation de 42 jours, sans aucun nouveau cas confirmé enregistré et conformément à la réglementation sanitaire internationale, les autorités congolaises ont déclaré mardi la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Au total, après vérification, la coordination nationale a comptabilisé 54 cas, dont 33 décès et 21 survivants qui se sont regroupés au sein de l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola. Nous célébrons à juste titre la fin de la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Toutefois, notre travail ne s'arrête pas là. Nous devons poursuivre nos efforts et rester vigilants. Il y a 21 survivants à cette dernière épidémie, regroupés au sein de l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola, qui ont encore besoin de nous pour assurer leur suivi médical et psychologique. Cette 9e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo marque la première utilisation de vaccins comme pilier majeur de réponse à Ebola. Le directeur de l'OMS, qui a pris part à cette cérémonie, a salué l'administration pour la première fois de ce vaccin à 3300 personnes. La rapidité et l'efficacité de la riposte mise en place par le gouvernement congolais et ses partenaires a également été un facteur de succès contre la maladie. Donc nous avons été très fiers de nous rendre compte que beaucoup de personnes qui ont été atteintes ont survécu à la maladie, et c'est grâce aux actions rapides de la surveillance, aux actions rapides de la prise en charge et à l'amélioration de la qualité de la prise en charge dans les centres de traitement.
La RDC et ses partenaires s'étaient préparés au pire des scénarios quand l'épidémie a touché le 16 mai dernier Mbandaka, capitale régionale d'environ 1,2 million d'habitants, reliée à Kinshasa et ses quelques 10 millions d'habitants par le fleuve Congo. En Guinée équatoriale, les rideaux sont tombés sur le 6e dialogue national qui s'est tenu à Malabo du 16 au 24 juillet dernier à l'initiative du président Théodoro Obiang Nguema. Plusieurs accords ont été paraphés entre le gouvernement et l'opposition, mais il faut dire que deux principaux partis de cette opposition ont boycotté la fin de cette importante rencontre. Reportage Narcisse Oum. C'est sous les applaudissements des délégués que l'opposition et le gouvernement de la Guinée équatoriale ont signé à Malabo le document marquant la fin du 6e dialogue national, à l'absence de quelques partis politiques de l'opposition, dont l'Union du centre-droit et la Convergence pour la démocratie sociale. Le modérateur revient ici sur quelques grandes lignes du dialogue national. Il n'y a pas dans ce monde aucun gouvernement qui a rempli le 10 commandements. Entre les uns et les autres, il faut qu'ils s'entendent pour trouver une position commune qui peut aider le pays, qui peut aider les enfants du pays pour éviter ce qu'on connaît dans tous nos pays, la guerre. Insatisfait de cet opposant politique, signataire de l'accord. Oui, très satisfait parce qu'on a parlé de tout. De ce qui nous plaisait et ce qui ne plaisait pas. On est satisfait des réponses positives et même des résistances aussi. Parce qu'avec toutes les positions, on construit la nation. Mais ce dernier prône un changement de régime. Pour moi, le changement doit être autrement. Le changement doit être un changement de la tête jusqu'aux pieds, pas dans les mains. Prononçant son discours de clôture, le président Obiang Nguema a quant à lui qualifié le dialogue de franc et sincère. Pour rappel, le dialogue national instauré par le président équato-guinéen obéit aux objectifs d'une meilleure gouvernance politique, économique et sociale de la Guinée équatoriale. Il a pour but de permettre une plus grande ouverture politique et aborder tous les sujets de société afin d'améliorer le vivre ensemble. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré 3 centrales électriques d'une valeur de 6 milliards d'euros. L'inauguration de ces infrastructures intervient dans le cadre d'un vaste projet visant à sortir le pays de sa pénurie chronique d'électricité. Plus de précisions à travers ces images. L'Égypte vient ainsi de se doter de 3 centrales électriques. D'une valeur de 6 milliards d'euros, elles constituent une bouffée d'oxygène pour ce pays, confronté à une pénurie chronique d'électricité. Aujourd'hui est un jour d'espoir, un grand jour d'espoir, car nous avons accompli beaucoup pour un des plus importants facteurs de construction et de développement dans le pays, qui est d'avoir des centrales électriques à gaz qui vont nous permettre de nous développer, plutôt que de fournir seulement les besoins des foyers. Aujourd'hui, c'est important d'avoir de l'électricité en abondance. Les nouvelles centrales produiront 14 400 MW d'électricité, soit un surplus de 25% et permettre d'économiser $1 milliard de pétrole par an. Elles se situent dans les provinces de Kafr, El-Sheikh et de Beni Souef, respectivement au nord et au sud du Caire, et sur le site de la future capitale administrative à l'est du Caire. L'Égypte a investi 25 milliards d'euros dans des projets énergétiques depuis 2014 pour tenter de diversifier ses sources d'énergie, autrefois constituées à 90% de gaz naturel. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.